Bonjour et bienvenue dans Rideau Rouge, votre rendez-vous culturel hors des sentiers battus. Je suis Alex, metteur en scène et fondateur du Bazar Culturel. Après avoir été 7 ans directeur de compagnie, j'ai monté un centre d'animation itinérant pour démocratiser l'accès à la culture et encourager les pratiques artistiques populaires. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre de personnalités, libres penseurs ou collectifs qui contribuent par leurs actions au partage des savoirs et des expériences. Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Et quel départ les amis! L'épisode du jour est à marquer d'une pierre blanche, car il résume à lui seul les raisons d'être du Bazar Culturel. Alors autant vous dire que je suis très heureux de vous le présenter. Un épisode dans lequel nous allons parler histoire du théâtre, sociologie, militantisme, éducation populaire, bref, tout ce que j'aime. Avant cela, j'espère que vous allez bien et que vous êtes au taquet pour cette nouvelle semaine qui démarre. Pour ma part, j'ai la pêche et bien que cette rentrée soit particulièrement chargée, je ne manquerai pour rien au monde notre petit rendez-vous du lundi. Mon invitée s'appelle Marjorie Glas. Elle est docteure en sciences sociales au sein de l'EHESS et chercheuse associée au laboratoire IRIS. En parallèle de ses travaux de recherche, elle enseigne à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Lyon et coordonne les études du comité régional des professions du spectacle en Auvergne-Rhône-Alpes. Sa thèse, soutenue en décembre 2016, propose une socio-histoire du théâtre public français à travers l'angle de la fonction sociale et politique qui lui a été attribuée entre 1945 et la période plus récente. Elle y montre notamment comment le théâtre public s'est progressivement recentré sur lui-même et sur ses enjeux internes, faisant la part belle aux metteurs en scène et aux programmateurs au détriment du public et notamment du public populaire. Bonjour Marjorie, bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Vous avez réalisé un ouvrage Quand l'art chasse le populaire, dont on va parler tout à l'heure. C'est un sujet, moi, qui m'intéresse avec le Bazar Culturel et puis plus particulièrement avec le podcast Rideau Rouge. Donc, j'ai hâte de vous entendre à ce sujet. Avant ça, Marjorie, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. En ce moment, un parfum que vous aimez bien? Euh, Ce serait peut-être le parfum, l'odeur des platanes. Ok, super. Quel est votre parcours, Marjorie? Alors moi, j'ai commencé par un parcours plutôt dans le secteur culturel. C'est la raison pour laquelle je m'y intéresse particulièrement. J'ai été administratrice de compagnie de théâtre pendant plusieurs années. Et suite à un certain désenchantement lié à mon parcours dans ce secteur, désenchantement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'était l'idée que le théâtre pouvait peut-être aider à changer le monde, changer la perception du monde. Et je me suis rendu compte que le théâtre était centré sur des enjeux en fait plutôt strictement professionnels dans un certain d'entre-soi. Et donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogée. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagée ensuite vers un parcours plutôt d'enseignement et de recherche, puisque j'ai fait une thèse à l'EHESS sur la direction de Gérard Noiriel, qui est donc historien, et en reprenant une formation en sociologie, sciences politiques et donc histoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mené une thèse sur l'histoire du rôle social attribué au théâtre. Donc, mon parcours, en tout cas, se résume à ça jusqu'à la thèse. Et puis après, j'ai pas mal enseigné, mené des études. Et là, actuellement, je coordonne une instance de dialogue social dans le secteur du spectacle vivant, où je mène notamment des études relatives à ce secteur d'activité. C'est un sujet du coup qui vous intéressait déjà bien avant d'écrire votre livre. Oui, tout à fait. Alors, le livre, il est issu de ma thèse de doctorat, pour le coup. Mais ça m'intéressait parce que la raison pour laquelle, effectivement, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure théâtrale, c'est à la fois parce que j'avais découvert le théâtre dans la pratique amateur à la fac, mais aussi parce que vraiment, j'avais cette conviction chevillée au corps que on allait transformer le monde avec le théâtre, qu'en tout cas, c'était un outil de transformation du monde. Et comme j'étais quelqu'un d'assez militant dès cette époque-là, bah, pour moi, c'était en tout cas un outil privilégié. Quels ont été les premiers constats que vous avez faits dans ce monde professionnel que vous avez découvert et qui vous a désenchanté Mm. justement?
Les premiers constats, alors je pense qu'on ne fait pas les mêmes constats selon l'espace dans lequel on se situe, hein. Moi, je travaillais pour une compagnie dont j'adorais le travail, qui était vraiment une compagnie d'avant-garde, qui était en résidence dans des lieux identifiés comme étant d'avant-garde, qui étaient conventionnés à ce titre, etc. Et le constat que j'ai fait assez vite, c'est que on travaillait en fait des mois, voire des années sur une production, hein, pour trouver l'argent, ensuite engager les répétitions qui étaient assez longues. Et puis, au final, on touchait un public de connaisseurs. Un public qui en fait était le même public qu'on retrouvait un peu partout dans ce milieu un peu d'avant-garde, etc. Et très rapidement, je me suis aperçue que le public populaire était absent et puis qu'en fait, ça nous posait pas tellement question. Donc, on faisait du théâtre finalement dans cette idée que une œuvre pouvait changer la perception du monde, etc. Mais on s'interrogeait, nous, producteurs de pièces, très très peu sur qui était le public, sur comment on le touchait, etc. Et moi qui m'étais effectivement engagée dans ce monde du théâtre avec l'idée de changer le monde, ça m'a évidemment à la fois interrogée et puis beaucoup heurtée. Quand bien même, et je précise, c'est très important, c'est pas ce qui m'a amené à critiquer les personnes avec lesquelles je travaillais, parce que elles étaient en fait dans des logiques propres, qui sont des logiques professionnelles propres au monde du théâtre, et chaque secteur professionnel a ses propres logiques, hein, c'est tout à fait normal. Mais c'est une logique qui se détournait en quelque sorte de la question du public, et pour se concentrer autour de questions esthétiques, de création. Et finalement, ce qui comptait auprès du public, ce qui comptait, c'était d'avoir les programmateurs. C'était d'avoir la reconnaissance professionnelle, parce que ça conditionnait aussi des questions, hein, la survie économique, etc. Mais la question du public, elle était extrêmement secondaire, ou subalterne, disons même. Alors, on va revenir un petit peu aux bases. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale, on arrive avec des idéaux d'éducation populaire qui sont très très forts. L'envie justement de changer le monde et de démocratiser la culture, avec cette sensation, cette idée que la culture peut mettre fin à la barbarie et que si on en est arrivé là, à 39-45, à l'horreur nazie, c'est justement parce qu'on avait trop mis de côté la culture. Et donc, il y a l'idée qu'il faut faire de l'éducation populaire politique pour aider les personnes à s'émanciper. Et donc ça, c'est en 45. On a ensuite la création du ministère de la Culture avec André Malraux, le retour au pouvoir de Charles de Gaulle, etc. Comment est-ce qu'on en arrive à à mettre de côté l'éducation populaire, à transformer la culture en quelque chose de très élitiste, alors que au sortir de la guerre, il y a quand même une volonté de retourner vers le populaire? Alors, c'est un processus qui est en fait complexe et c'est toute une conjonction de facteurs qui explique ça. Alors, il faut peut-être préciser que si moi je parle du théâtre, c'est parce que le théâtre a été vraiment le fer de lance de cette démarche d'éducation populaire et de politique culturelle, considérant que le théâtre avait une vocation spécifique, ou une capacité spécifique à éduquer, émanciper la population. Et effectivement, vous avez raison, après 45, il y a vraiment cette idée que, en tout cas, notamment le théâtre, pas que, mais notamment le théâtre aurait pu, alors je ne sais pas si ça aurait pu éviter la guerre, je pense qu'il y a pas cette naïveté-là, mais en tout cas, c'est un outil pour créer du commun dans la population. Et après-guerre, dans une population française qui a été extrêmement fracturée, c'est important. Et puis, il y a effectivement cette idée de forger un regard critique sur le monde pour permettre aussi un regard plus critique sur le monde politique, etc. Alors, c'est porté en France par des troupes, je ne veux pas en faire l'histoire de la décentralisation dramatique qui est très largement connue, mais c'est porté par des troupes qui sont dirigées par donc, ce qu'on appelle à l'époque des chefs de troupes, qui s'appellent des animateurs et qui sont en fait très souvent qui ont été formés à la fois par l'éducation populaire, dans les mouvements d'éducation populaire, qu'il s'agisse de mouvements d'éducation populaire chrétiens, plutôt catholiques, même parfois un peu conservateurs, hein, ou de mouvements d'éducation populaire plus proches du Parti communiste. Donc voilà. Et ils ont aussi très souvent une formation artistique importante. La plupart, ils sont passés à Paris dans des écoles de théâtre ou se sont formés en tout cas au théâtre dans une certaine avant-garde. Et donc, ces chefs de troupe, ils portent vraiment cette idée que le théâtre populaire, qu'ils vont porter en province, etc., s'appuie sur deux jambes équivalentes, qui sont la question de la création, c'est très important, il y a vraiment une exigence esthétique, et en même temps la question du populaire, de penser les publics comme on le fait en éducation populaire, et de quelle relation on a au public, mais aussi quel public on va toucher. Et c'est tout aussi important. C'est ça qui est très fondamental. C'est tout aussi important. Alors,
Ce qui va se transformer progressivement et qui fait qu'on va aboutir à une situation qui peut paraître absurde aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée qu'en fait, aujourd'hui, le théâtre public continue de se revendiquer de ces deux piliers. Le public, on parle sans arrêt de public, de peuple, de démocratisation, etc. C'est un discours qui continue à être fondamental, tant dans le ministère que dans le secteur professionnel. Hein. Et puis, bien sûr, la question de la création. Alors, qu'est-ce qui fait que ça change? Il y a plusieurs choses. Alors, effectivement, l'institutionnalisation progressive du secteur, qui s'opère d'une part évidemment par la création du ministère de la Culture, qui va avoir pour effet de redéfinir en quelque sorte ou de définir ce que serait le théâtre public. Donc il y a toujours autour de cette idée démocratisation et création des artistes, mais avec dans la réalité, dès Malraux, une coupure qui s'opère entre les centres dramatiques dédiés à la création et puis les maisons de la culture qui seraient dédiées à la diffusion de ces créations, et donc plus spécifiquement un rapport au public. Alors pour autant, on dit souvent que c'est cette coupure qui aurait déjà contribué à couper l'animation de la création. C'est plus compliqué que ça parce qu'en fait, pendant très longtemps, les chefs de troupe qui continuent, en fait, qui dirigent ces lieux-là, pour beaucoup, soit ils dirigent les CDN, soit les gens qui dirigent les maisons de la culture, c'est des gens qui sont passés dans les troupes. Et en fait, c'est des gens qui continuent à travailler en conservant en fait des pratiques très hybrides d'animation et de création. Alors ça se transforme petit à petit, d'abord parce que le profil des personnes à la tête de ces lieux, ou en tout cas les profils de personnes qui font du théâtre, se transforment. On a, à partir des années 60, disons, affaire à une certaine élitisation des personnes qui font du théâtre. Des gens comme Chéreau, qui commencent en fait dans les années 60, bon, c'est des gens qui sont en fait hyper diplômés, qui viennent de milieux sociaux plutôt de classe supérieure, etc. Alors, ça ne veut pas dire que qui vont abandonner la question du public, mais en tout cas, ils vont s'inscrire davantage dans une avant-garde, dans un renouvellement esthétique beaucoup plus marqué que les précédents, et ils vont ringardiser en quelque sorte les précédents metteurs en scène, etc. Mais il continue à faire un travail auprès du public. À Sartrouville, par exemple, qui est dirigé par Chéreau, il y a plein d'animateurs. Jean-Pierre Vincent, il commence comme animateur à Sartrouville, par exemple, hein, avec Chéreau. Voilà. Il dira plus tard qu'en fait, c'était un travail horrible, que c'était très difficile et qu'en fait, c'est hyper ingrat. Alors après, qu'est-ce qui se passe? C'est dans les années 70 qu'on a affaire à un vrai renversement. Et ça peut paraître paradoxal parce que les années 70, ça suit 68, qui est l'acmé en quelque sorte de la revendication d'un théâtre politique et de la nécessité de parler aux classes populaires. On parle à l'époque de non-public. Je ne sais pas si vous avez lu la déclaration de Villeurbanne. On dit, mais ce non-public, ce public qui ne vient pas dans les salles, etc., il faut faire un travail auprès de ce public. Et ce non-public, très clairement, ça désigne la classe ouvrière qui, à l'époque, est la classe à toucher, puisque la majorité de ces directeurs de théâtre, c'est des marxistes, hein, voire parfois maoïstes, etc. Et donc la classe ouvrière, c'est le Graal en quelque sorte. Et donc paradoxalement, en mai 68, donc il y a ce discours-là, la nécessité de recentrer sur les publics, etc. Et en fait, ce qui s'opère dans les années 70, c'est une transformation en fait des formes d'engagement. Là où un metteur en scène pouvait être reconnu sa capacité à toucher un public populaire, c'était le cas par exemple dans tout ce qui a été mené dans les années 60, dans toute la couronne rouge parisienne, où il y a un travail très important qui a été fait avec la CGT, avec le Parti communiste, etc., où on tâchait de faire venir effectivement la classe ouvrière au théâtre, et les directeurs de ces lieux-là étaient reconnus pour ce travail. Eh bien, à partir des années 70, on s'opère une transformation des formes d'engagement, où la reconnaissance de l'engagement d'un artiste va se faire beaucoup plus par la subversion formelle des spectacles, par exemple. Un spectacle qui se veut subversif esthétiquement sera d'emblée reconnu comme politique. Hein, c'est toute une époque où on dit mais tout est politique, alors ça permet aussi de se cacher derrière tout ça, et puis ça permet finalement assez facilement de trouver une justification au fait que, eh bien, on va laisser la question des publics de côté et on va la déléguer. Alors là, on la met de côté d'une part parce qu'il y a pas mal de licenciements à partir de la deuxième moitié des années 70 des animateurs, dans pas mal de lieux qui sont dirigés par l'avant-garde. Et puis, on la délègue auprès d'animateurs spécialisés et qui sont de plus en plus au bas de l'échelle. Là où précédemment, les animateurs étaient ceux qui dirigeaient les maisons. Hein, donc, c'est vraiment une transformation qui s'opère, qui est importante. Alors, ça s'opère à la fois parce qu'il y a une transformation du monde intellectuel vers cette idée de tout est politique, etc. Ça s'opère aussi parce que progressivement, le ministère, notamment à partir de 1974, va de plus en plus, pas seulement subventionner, mais opérer ses critères de choix pour la nomination au poste de direction à travers
l'innovation, enfin des critères de création, des critères esthétiques, etc. Et donc va nommer une avant-garde très radicale, radicale esthétiquement, qui se dit radicale politiquement, mais en fait qui s'intéresse pas tant que ça au public, et donc va nommer à la tête de ces différents lieux cette avant-garde-là. Et c'est en fait très intéressant parce que ce qui s'opère, c'est en fait une transformation c'est pas vraiment une transformation des critères, mais c'est une transformation de la hiérarchie des critères, puisque ce qui va primer finalement, c'est la création. Et la question des publics, elle va devenir finalement un enjeu technique beaucoup plus qu'un enjeu politique. Donc, ce qui compte, c'est le remplissage. Par qui on remplit, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est moins un problème, c'est moins une question. Et puis, pour faire quand même un travail auprès des classes populaires, bon, bah, on va faire des ateliers, que sais-je encore. Donc, c'est cette transformation en fait qui s'opère. C'est une transformation en fait à la fois, enfin, c'est principalement une transformation finalement des formes de consécration de carrière qui va permettre en fait de mettre de côté les publics populaires. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'il y a aussi une transformation globale de la société, avec notamment la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui permet aussi de remplir les salles avec un public à fort capital culturel qui existe désormais, qui n'existait pas avant. Donc c'est aussi une transformation de la société en quelque sorte qui permet de délaisser les classes populaires puisqu'on remplira sans elles. Vous semblez faire une distinction entre esthétique et politique, et je la trouve intéressante, cette distinction, parce que j'ai la sensation que plus on va vers une esthétisation des spectacles, plus on s'éloigne aussi du populaire, dans le sens où un spectacle qui va être dans l'avant-garde esthétique, et bah, parfois on va être sur des choses qui sont pas du tout accessibles parce qu'il faut des codes, vous parliez de capital culturel, donc il faut des codes, des références, des choses comme ça. Et du coup, non seulement on va pas aider les classes populaires à accéder à cette culture-là, mais en plus, on va monter d'un cran la déconnexion. Qu'est-ce que vous en Oui, dites? ben ça c'est tout à fait vrai et c'est d'ailleurs ce qui s'opère par exemple dans ces je disais que l'avant-garde était nommée à la direction de nombreux lieux à partir de 74. C'est le cas de Jean-Pierre Vincent par exemple hein, qui est nommé au TNS et dont je parle beaucoup dans mon ouvrage. Quand il arrive au TNS, en fait, il y a il y a la fréquentation du lieu s'effondre. Et c'est notamment lié à l'offre, effectivement, qui est une offre de spectacles qui sont donc extrêmement radicaux. Jean-Pierre Vincent me disait en entretien, bah oui, en fait, on comprenait rien, etc. Et c'est un gage de subversion, en quelque sorte, de rien comprendre, etc. Et en tout cas, c'est un gage de subversion propre au monde de l'art, effectivement. C'est un renversement des manières de faire du théâtre à l'époque. Mais du coup, ça a pour effet, effectivement, une perte du public non initié et qui va se détourner du coup de ces théâtres-là. Alors c'est un public qui n'était pas majoritaire, il n'y a jamais eu de classe populaire majoritaire dans les théâtres. Au mieux, on monte à 20% la fréquentation, mais c'était quand même déjà pas si mal. Et il y a vraiment un effondrement, en tout cas, de la fréquentation par les classes populaires. Et les classes populaires, en tout cas, notamment dans le monde ouvrier, certains s'en plaignent de manière assez violente. Il y a une colère très très forte. Je cite dans mon ouvrage Jean, qui est un électricien, qui en 79, lors d'un débat au théâtre de Gennevilliers, donc Jean, il est au Parti communiste, il est à la CGT, il a accédé au théâtre par ces relais-là, hein, qui étaient des relais fondamentaux et qui avaient très largement investi le théâtre comme un espace d'émancipation, comme un outil d'émancipation. Voilà, et Jean, il dit, ben voilà, d'un côté, on a le théâtre privé, donc il cite Au théâtre ce soir, qui est une émission de théâtre à la télévision, et il dit, ben là, on nous prend pour des cons. Et puis vous, vous nous faites des spectacles, on s'endort, on se fait chier, on comprend rien. Et en gros, il dit, mais c'est dégueulasse parce que vous nous avez trahis en quelque sorte, et vous jouez le jeu bourgeois. Donc, il y a effectivement cette subversion formelle qui se voudrait politique en tant que telle. En fait, elle contribue effectivement à perdre ce public-là. Euh, qui effectivement ne comprend plus nécessairement les spectacles. Ce qui se transforme aussi, hein, c'est les thèmes abordés jusqu'ici. Enfin, c'était pas systématique, mais il y avait quand même cette idée de choisir des pièces ou d'écrire des pièces qui traitent de thèmes qui intéressent aussi la classe ouvrière. Hein, donc la question du travail, etc. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui écrivent leurs pièces à ce moment-là, à partir d'entretiens menés avec des ouvriers. Donc les thèmes changent, le choix du répertoire également. Quand on est sur un répertoire déjà existant, par exemple, il y avait toujours un effort qui était fait pour avoir un répertoire aussi comique, parce qu'on sait que vis-à-vis du public, ben, ça facilite la venue, puis ça permet d'avoir du plaisir, etc. Et donc les programmations, elles sont de moins en moins mixées avec ces spectacles
qui sont du répertoire, c'est des Molières, hein, etc. C'est vraiment du répertoire classique, mais dont on sait qu'il marche bien. Et puis, ce qui se transforme aussi, et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que on retrouve en fait dans les archives pas mal de traces qui montrent que beaucoup de metteurs en scène, notamment ceux qui travaillaient par exemple dans la Couronne Rouge parisienne, testaient leur spectacle avant auprès d'un public ouvrier, pour voir ce qui était compris ou pas. Puis ils n'étaient pas à retoucher aussi en fonction des retours qui leur étaient faits. Et ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est des pratiques qui n'ont plus du tout cours, qui seraient considérées comme extrêmement populistes. Mais du coup, ça raconte aussi l'intérêt qu'on a au public et puis la manière dont la création prime pas nécessairement, en fait. Enfin, c'est pas considéré dans les années 60 par une atteinte à la liberté de création, par exemple, que de réajuster le spectacle pour qu'il plaise. Et ça, c'est quelque chose qui disparaît totalement dans les années 70 au nom de la liberté de création. Alors que tous ces artistes, on le rappelle, travaillent avec de l'argent public, donc c'est-à-dire avec des impôts, de l'argent de l'ensemble de la population, pour faire des créations qui, elles, vont être réservées à une élite. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, le ministère accompagne cette chose-là. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce que joue Giscard dans les années 70 à travers le financement de l'avant-garde, on pourrait dire c'est étonnant qu'une droite, alors qui est certes moins conservatrice que la droite gaulliste, mais enfin, ça reste une droite finalement assez classique. On pourrait se dire c'est bizarre qu'il finance une avant-garde qui en plus est très critique à l'endroit du pouvoir de droite, etc. Et en fait, la droite va trouver dans cet argument de la liberté de création une manière de dire, mais regardez, nous aussi on est libéraux, etc. Puis ça casse en fait l'herbe sous le pied, ça coupe l'herbe sous le pied à la gauche qui avait l'apanage et le monopole en fait de cette question culturelle. Donc c'est intéressant parce que finalement, on ne vient plus financer un théâtre émancipateur, on vient financer la liberté de création et la possibilité de créer des choses qui, effectivement, sans argent public, ne pourraient pas exister. Donc, en fait, c'est une transformation des modes de légitimation de pourquoi on verse l'argent public. La question étant pas de toucher la totalité des publics, mais de permettre à des artistes de s'exprimer librement. Et ça, voilà, après, c'est un argument qui s'entend, hein, mais du coup, c'est un renversement complet, effectivement. Vous parliez tout à l'heure des deux jambes sur lesquelles s'appuyait la démocratisation, avec d'un côté la création et de l'autre l'éducation populaire. Du côté de l'éducation populaire, on remarque aussi un phénomène qui est assez intéressant, c'est la professionnalisation du secteur de la médiation culturelle. Alors, l'éducation populaire, j'ai la sensation qu'elle s'est un petit peu divisée en deux, avec d'un côté les animateurs socioculturels qui sont partis s'occuper des cassos, pour résumer, et la médiation culturelle bourgeoise qui, elle, s'occupe des musées, des salles de spectacle, etc. Et cette double professionnalisation, d'un côté des artistes, de l'autre des médiateurs culturels, elle n'aide pas non plus à l'éducation populaire, en fait. Parce qu'en plus, les deux se regardent en chien de faïence. Un artiste qui fait de la médiation culturelle, du coup, il apparaît comme quelqu'un, en fait, qui va prendre, enfin voilà, qui marche sur les plates-bandes de quelqu'un d'autre. Un médiateur culturel dit qu'il ne se sent pas d'être dans la création. Et donc, en fait, on a complètement séparé les choses. Est-ce que vous avez étudié aussi un petit peu ce phénomène-là? Oui, alors à la marge en tout cas, mais en tout cas, ce que je montre effectivement, c'est que à partir des années 70, alors la scission en tout cas entre le monde de l'éducation populaire, centre d'animation, MJC, etc., et le monde culturel, donc elle s'opère dès 59. C'est une coupure qui au départ est institutionnelle, mais qui a des effets très très forts sur les pratiques et sur les espaces de pratique, avec effectivement des professionnalisations et des études, etc., qui sont totalement séparées. Donc, de toute façon, ça crée des cultures professionnelles en fait qui n'ont plus grand-chose à voir. Et puis, cette coupure, elle est renforcée par la disqualification du travail d'animation dès les années 70, dont je parlais tout à l'heure. C'est à partir du moment où ce qui est central, c'est la création, tout le travail d'animation est disqualifié. Alors, on maintient quand même de l'animation parce qu'il faut bien quand même travailler auprès de ce public, travailler à une certaine démocratisation, mais ça se fait tout à fait à la marge. Donc, il y a de toute façon des professionnalisations différentes et qui sont d'ailleurs assumées des deux côtés. On a parfois tendance à penser que l'éduc pop aurait été lésée, mise de côté, mais en fait, du côté de l'éducation populaire, du monde de l'animation, il y a une volonté aussi d'affirmer une spécificité de ces métiers. Donc, des deux côtés, avec des formations donc, qui n'ont plus rien à voir. Alors, sur la question de la formation, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le développement des formations professionnelles à la médiation à partir des années 70-80.
puisque donc dans les années 70, il y a fait finalement une disqualification du métier d'animateur, mais dans les années 80, quand la gauche arrive au pouvoir, à la fois c'est tout pour la création, c'est-à-dire que la majorité de l'argent va vers la création, mais il y a quand même tout un discours qui dit il faut faire de la médiation, etc. Et pour accompagner ce développement souhaité de la médiation, on va mettre en place des formations au sein des universités de médiateurs, hein, donc qui vont se professionnaliser. Et en fait, ça a un effet très important sur les pratiques. Alors, d'une part, ça professionnalise les profils et du coup, ça contribue à élitiser, puisqu'on sait que finalement, n'ont accès à l'université que les classes moyennes ou supérieures, et moyennes sup et supérieures. Donc, là où auparavant, les profils des animateurs étaient souvent des militants politiques qui étaient entrés dans le monde culturel par militantisme culturel. Donc, c'est quand même pas du tout la même manière qu'on a de percevoir le monde et de percevoir le rôle de la culture. Et puis, d'autant plus que ces formations à la médiation, elles centrent leur discours beaucoup autour de la question de la création. Ce qui compte, c'est l'œuvre, faire comprendre l'œuvre, etc. Donc, la question de l'émancipation qui est portée dans l'éduc-pop, hein, dans cette idée aussi de passer par la pratique, de penser par soi-même, etc., c'est pas du tout cette manière-là qu'on a d'aborder les choses à l'université dans les années 80, puisque tout doit partir de l'œuvre et on est plutôt dans une logique d'expliquer l'œuvre, etc. Voilà. Et puis, ça a pour autre effet de techniciser beaucoup ces métiers à travers des conceptions du public très segmentées. Donc, il y a des manières de travailler auprès du public scolaire, du public, je sais pas, du public des détenus, etc., etc. Et cette segmentation des publics, elle recoupe par ailleurs des financements qui ont été créés dans les années 80 sous Jack Lang, qui sont des financements dédiés à certains types de publics. Donc c'est là qu'apparaissent culture et santé, prison, culture et prison, etc., etc. Et donc en fait, ça contribue à une hypersegmentation du public et à mettre finalement des populations dans des cases, non plus pensées en termes de classe sociale comme c'était le cas auparavant, mais en termes euh, d'institutions dont ils dépendraient. Vous voyez ce que je veux dire? Un détenu qui dépend de la prison, une personne malade qui va dépendre de l'hôpital, un gamin en difficulté qui sera dans tel centre social, etc. Et donc, on a une lecture du public très segmentée, très réductrice aussi, et qui est beaucoup plus réductrice que la question des classes populaires, par exemple, qui donne plus d'ampleur, en tout cas, aux populations concernées. Et ça a pour effet, en fait, cette segmentation des publics, bah, tout bonnement, d'oublier l'écrasante majorité des classes populaires, c'est-à-dire les classes populaires qui ne dépendent pas soit d'un centre social, soit d'un hôpital, soit que sais-je encore. Donc en fait, cette professionnalisation du secteur de la médiation, elle a en fait des effets extrêmement forts sur aussi la conception qu'on va avoir des publics et le travail qu'on va mener auprès des publics. Et à côté de ça, en parallèle de ça, il y a un lien aussi à faire, je pense, avec la société de consommation qui nous amène du divertissement quasi instantané avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram et compagnie, qui fait que pendant ce temps-là, les attentes de la population baissent en termes de culture et ne serait-ce qu'en termes de temps libre, en fait. Et donc, pendant que d'un côté, le théâtre public monte sur une forme d'élitisme de plus en plus fort, à côté de ça, les attentes baissent et des gens qui sont en recherche d'une vraie culture populaire forte, vous parliez de cet ouvrier au théâtre de Gennevilliers tout à l'heure, eh ben, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui. Non, alors il y en a plus tant que ça parce que c'est aussi plus du tout incarné politiquement, investi politiquement. Et ça c'est pas la faute du monde du théâtre. Enfin, pour le coup, il y a une vraie responsabilité du côté du monde politique, du monde syndical, qui investit plus du tout la culture de la même symbolique. Voilà, donc les partis de gauche ont pour le coup une responsabilité extrêmement forte. Après, voilà, il est évident qu'en fait, il y a une concurrence. Alors, dès l'apparition de la radio, de la télé, en fait, il y a une concurrence effectivement très très forte et le théâtre en fait les frais assez vite. Alors, concurrence qui est encore plus forte aujourd'hui et qui vient nourrir en fait la distinction sociale en termes de pratique, puisque effectivement, la fréquentation du théâtre, etc., tend à se resserrer effectivement sur les classes supérieures. Tout à fait.
Aujourd'hui, où vont les classes populaires? Parce qu'elles vont plus tellement au cinéma non plus, en fait. Parce que même si le cinéma garde un côté populaire du fait que produire un film, ça peut aller vite, si on a déjà une trame qui est rapide, etc. Là, on est en pleine grève des scénaristes à Hollywood, Mm. justement, parce qu'ils veulent faire des scénarios encore plus rapides. Mais même le cinéma commence à être déserté. Une place de ciné, aujourd'hui, c'est quasiment plus cher qu'une place de théâtre. Et d'ailleurs, le théâtre public utilise cet argument pour justifier pour amener les gens à venir. Où vont les classes populaires aujourd'hui? Alors, moi, je nuancerais un petit peu parce qu'en fait, les classes populaires vont au cinéma malgré le prix, hein, et on est quand même un des pays où finalement la fréquentation du cinéma elle reste importante, même si après voilà c'est sûr qu'il y a une concurrence de Netflix, etc., des plateformes, mais qui touche toutes les classes sociales quand même malgré tout. Euh, et par rapport à la question du théâtre, ben, les classes populaires vont au théâtre en fait, mais elles vont pas dans le théâtre public. Le succès des one-man shows, du stand-up, etc., hein, c'est du théâtre, enfin, c'est du spectacle vivant en tout cas, qui est très fortement disqualifié, discrédité, etc. Et pourtant, s'il y a bien une pratique populaire, c'est bien celle-ci. Et ça, c'est intéressant. Et là, par exemple, les réseaux sociaux ou la télé peuvent être un relais qui fonctionne de manière plutôt positive quant à la fréquentation de ces lieux et qui sont pas toujours donnés, hein. La question des tarifs, elle est à la fois très importante et en même temps, c'est pas du tout l'essentiel quand il s'agit de toucher les classes populaires. Est-ce que les plateformes comme YouTube, par exemple, pourraient devenir des relais pour la création d'un nouveau théâtre populaire? Vous parliez d'au théâtre ce soir. Est-ce qu'on pourrait avoir ce type de phénomène dans la société d'aujourd'hui? Ça, je ne saurais pas vous répondre, hein. Je ne saurais pas répondre à cette question. Moi, je suis toujours un peu sceptique. Il y a un discours ambiant, notamment au sein du ministère de la Culture, qui voudrait que le numérique permette enfin la démocratisation. Bon, on sait, hein, les premières études qui sont parues là sur les pratiques numériques montrent en fait qu'il y a une stratification sociale hyper forte aussi dans les pratiques numériques en ligne. Donc, c'est pas parce qu'il y a une offre gratuite, facilitée, que les gens vont y aller. Donc, tant qu'il n'y a pas un travail qui est fait plus sérieux et un travail proactif, en fait, d'animation, etc., et puis tant qu'on n'investit pas davantage la culture ou une certaine culture d'enjeux politiques, émancipateurs, etc., ça ne changera rien, en fait. Voilà, donc oui, oui, ça démultiplie l'offre, etc. Voilà. Et puis moi, la deuxième réserve que j'ai, c'est qu'en fait, l'expérience sensorielle entre une vidéo sur Internet et voir un spectacle, ça n'a juste rien à voir. C'est pas comparable. Il ne s'agit pas du tout d'hierarchiser, mais ça n'a juste rien à voir en fait. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup de mal à voir le numérique comme une possibilité en soi de démocratisation. En fait, on sait en sciences sociales, hein, quand je fais sur les sciences sociales, on sait que euh, certains outils, certaines inventions peuvent contribuer à changer le monde, mais c'est très conditionné en fait. Un outil en soi, il change rien. Oui, je vous posais la question parce qu'effectivement, au théâtre ce soir, c'est quand même très générationnel et mine de rien, ça a permis à des personnes de découvrir le théâtre alors qu'elles n'y auraient jamais mis les pieds. Et aujourd'hui, on n'a pas du tout ce type de phénomène en fait. Le théâtre, je vous disais qu'un film, on peut le produire beaucoup plus vite. Au théâtre, on peut pas faire ça parce qu'on est Non. sur de l'humain, un spectacle, ça prend beaucoup plus de temps. Même si le privé, on remarque un phénomène qui est quand même intéressant, c'est que les scénarios, c'est tous les mêmes, quoi. Vous allez voir une pièce dans le théâtre privé, vous avez en général un homme d'un certain âge qui en a marre de sa femme, qui rencontre une femme plus jeune, qui se demande si il devrait pas aller avec cette femme plus jeune, et puis finalement à la fin tout rentre dans l'ordre et il retourne avec sa femme. Et en fait, toutes les pièces sont des variantes de ce même thème-là. Donc, j'imagine que ça fait gagner du temps aussi parce que le temps, c'est de l'argent. Mais en fait, il y a pas de point de jonction en fait qui permettrait malgré tout de s'en sortir. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans un cul-de-sac. Alors moi, je dirais pas ça parce que je trouve que pour le coup, moi, dans mon livre, je parle des lieux labellisés, d'accord, par le ministère. Donc, c'est un peu les mastodontes, c'est un peu les stars du théâtre en quelque sorte. Et c'est le bras armé en quelque sorte de la politique du ministère. C'est pour ça que ça m'intéressait. Après, il y a plein d'expériences qui sont menées sur des territoires ruraux, etc., par des petites compagnies, des expériences aussi menées en art de la rue, etc., de théâtre simple, peu onéreux, donc qui trouvent une certaine rentabilité, entre guillemets, sans avoir besoin de trop de subventions, même si c'est quand même des compagnies qui ont besoin d'un peu de subventions, hein, le plus souvent. Et qui vont trouver un public, pour le coup, assez large. Donc, il y a des expériences comme celle-ci. La difficulté, c'est qu'elles sont
sont soit peu remontées, peu reconnues et rarement consacrées, en fait. Et voilà. Et ça, c'est des choses qui ont toujours continué d'exister, mais qui ont été très longuement ringardisées. Alors aujourd'hui, il y a un petit peu un retour comme ça. Je trouve que le monde professionnel essaye de faire son autocritique. Après, faudrait faire une autocritique d'ampleur pour réussir à changer les choses. Mais du coup, je trouve que ces initiatives-là me paraissent en tout cas moins disqualifiées qu'avant, un peu plus valorisées. Et ça, bah voilà, en fait, c'est des espaces de théâtre qui sont simples, qui trouvent un public, etc. Je pense par exemple, voilà, par exemple, le secteur des arts de la rue a quand même une proportion plus populaire de public qui vient. Et c'est pas seulement lié à la gratuité, puisque d'ailleurs les festivals d'art de la rue sont pas forcément gratuits. C'est aussi lié effectivement à une facilité d'accès, à des manières aussi de faire, des sujets, etc., qui fonctionnent assez bien. Donc voilà, moi je ne crois pas que le salut justement du théâtre soit dans le numérique, mais plutôt finalement vers peut-être pas un retour aux sources, mais en tout cas, effectivement, un retour à un théâtre finalement de facture plus simple, souvent en raison de contraintes économiques, mais qui trouve aussi un public avec une capacité aussi à se déplacer, etc., un peu plus loin et aller à la recherche d'un public. Donc, il y a des expériences de ce type-là et il faut les reconnaître et les valoriser. Oui, mais c'est vrai qu'elles sont assez marginales pour le coup. Et puis même en termes de reconnaissance, enfin, je vais parler dans mon cas, mais c'est vrai que bah, très souvent, on voudrait me ranger dans une case et je rentre pas dans la case artiste parce que je fais aussi de la médiation et puis je rentre pas dans la case animateur non plus parce que j'ai les deux casquettes. Et puis en fait, enfin voilà, il y a aussi ce côté, on peut avoir qu'une seule compétence et c'est très compliqué. Mm. Pas tant de se faire reconnaître par les publics, en fait, parce que les publics, ça va. C'est plus du côté professionnel, du côté institutionnel que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, on apparaît d'emblée comme un marginal. Donc, il y a des collectivités avec lesquelles ça fonctionne, parce qu'il y a aussi une volonté politique. Mais du coup, en fait, ça reste vraiment lié à la volonté d'un élu ou de plusieurs élus Mm. de défendre une politique culturelle en ce sens. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien ça qu'il faudrait que le secteur brise. Après, moi, je pense que le théâtre public est arrivé à un tel niveau de crise, de légitimité, vis-à-vis du public, mais de manière plus générale, que j'ai le sentiment, peut-être un peu optimiste, que les cartes pourraient être rebattues. Et que effectivement, ces difficultés que vous soulignez et qui sont récurrentes en fait depuis 30 ans, c'est ce que je montre dans mon livre en fait, c'est que c'est toujours la même histoire hein, en quelque sorte, et avec un argent public qui est très mal réparti, avec des gens qui ont beaucoup, qui monopolisent non seulement de l'argent mais aussi du pouvoir, et puis d'autres qui derrière se retrouvent délégitimés, effectivement fortement disqualifiés. Mais en tout cas, bon, je ne sais pas si c'est le retour à ces esthétiques-là qui permettrait de sortir de la crise, mais en tout cas, je me demande si la crise de légitimité que traverse le théâtre public ne pourrait pas trouver, en tout cas, un solutionnement dans ces réflexions-là. Est-ce que l'attribution de subventions de fonctionnement qui seraient peut-être un peu moins élevées plutôt que des subventions liées à des créations et qu'on attribuerait par exemple à toutes les compagnies, dès qu'une compagnie se crée, on lui attribue, je ne sais pas, 5 000 euros par an, ce qui à l'échelle de l'État n'est pas grand-chose, mais plutôt qu'aujourd'hui attribuer des millions d'euros à un très grand metteur en scène pour qu'il fasse sa nouvelle pièce et rien à une petite compagnie en province parce qu'elle va juste toucher les gens du village. Est-ce que une meilleure répartition des subventions pourrait permettre à des créations populaires de revoir le jour? Ben, alors, c'est sûr que c'est un peu le nerf de la guerre. Après, il y a la question de l'argent, puis après, il y a la question de la diffusion. C'est-à-dire que on sait que être financé, notamment par l'État, ça offre une reconnaissance qui permet d'être repéré pour être diffusé dans les gros lieux, etc. Donc, c'est un double enjeu, c'est-à-dire il y a la rétribution monétaire de la subvention, puis après, il y a la question de la rétribution symbolique ou Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est très clair, mais donc l'argent est un outil important, mais ne pourra pas tout résoudre. Surtout, parce qu'à moi, il me semble que le nœud de la difficulté, il est bien sûr dans la répartition des financements, mais aussi dans l'hyper-pouvoir qu'ont les directeurs du théâtre, non seulement parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais qu'ils sont producteurs. Donc, ils choisissent qu'ils coproduisent, ils choisissent qu'ils diffusent, ce sont évidemment souvent, c'est toujours un peu les mêmes, et puis ils sont aux prescripteurs.
Et donc, moi, il me semble que la répartition de l'argent public est un outil en soi de rééquilibrage, mais la question du pouvoir des directeurs, elle doit absolument être posée. Et elle doit aussi être posée parce qu'il y a des rapports de domination qui s'opèrent aussi très fortement entre lieux et compagnie, qui deviennent quand même assez invivables et qui créent des inégalités aussi de traitement, d'accès aux ressources, aux lieux, etc., qui sont extrêmement problématiques. Voilà. Et puis après, au-delà, si on regarde les choses de manière un peu plus méta, effectivement, hein, la question de la subvention de l'art, elle a toujours été très compliquée, très problématique. Euh, Elle a pu se faire, en fait, en France, en 19e siècle, les artistes refusaient d'être financés par l'État. On considérait que c'était une mainmise de l'État, etc. Donc ça peut paraître fou d'en être arrivé à une situation aujourd'hui où finalement c'est parce qu'on a de l'argent de l'État qu'on est reconnu. Ça paraît complètement incroyable. Et il n'y a quand même pas beaucoup de secteurs d'activité où cette mainmise de l'État serait acceptée. Donc ça, c'est une vraie question. Et puis, c'est d'autant plus, en tout cas, et donc la question de la subvention de l'art, elle est d'autant plus compliquée que elle vient, puisqu'en France, être subventionnée par l'État, c'est être reconnu, elle vient renforcer en fait des hiérarchies culturelles qui sont déjà existantes dans le monde social. Donc c'est quelque chose auquel les politiques devraient penser quand même de manière plus profonde, quoi. Mais ne serait-ce que parce que monter un dossier de subvention, il faut savoir le faire, il n'y a pas tout le monde qui a accès. Et si on revient sur cette notion de capital scolaire, de capital Mm. culturel, etc., et bah, c'est clair qu'une petite troupe qui est montée par des ouvriers en pleine campagne, et bah, elle n'aura pas accès, elle ne pourra pas monter ce dossier, tandis que quelqu'un qui a fait une université, qui a bossé, qui sait, qui connaît les termes à employer, parce que tout ça, c'est que du jargon, en fait, sur les notions de Mm. participation, etc., et bah, il aura beaucoup plus facilement accès à tout ça, en fait. Oui, bah, le système favorise à la fois les gens les plus diplômés, très clairement, puisqu'il faut effectivement, euh, ne serait-ce que pour écrire un dossier de spectacle, bon, il y a un jargon spécifique hein, à ce monde du spectacle. On ne parle pas d'un spectacle comme on parle, enfin, je sais pas, d'autre chose. C'est vraiment un jargon très particulier, des références souvent intellectuelles qu'il faut poser, etc., pour se donner l'impression, ou donner l'impression en tout cas que on a une bonne assise intellectuelle. Donc ça, c'est une première chose. Il y a évidemment bah, la possibilité de pouvoir embaucher quelqu'un sur l'administration, etc., parce qu'il y a une telle technicisation des dossiers que ça devient effectivement assez compliqué. Donc on est forcément sur des gens qui ont à la fois plutôt fait des études, plutôt une grande capacité à parler d'eux. Donc le tout, c'est pas de savoir faire des spectacles, mais savoir en parler. Et puis ce qu'on repère, c'est que les personnes, qu'il s'agisse de metteurs en scène ou de programmateurs, hein, donc sur des profils un peu différents, c'est des gens qui ont des capacités très stratèges, en fait. Enfin, voilà, qui ont souvent un capital relationnel important, un capital social, etc., qui permet d'avoir la confiance, en fait, en soi nécessaire pour louvoyer dans ces milieux-là. Et qui sont des louvoiements qui doivent non seulement être professionnels, mais aussi politiques, puisque, vous en avez parlé, la dépendance aux subventions est extrêmement forte. L'importance des programmateurs, telle que vous la soulignez, elle est vraiment fondamentale. Et c'est vrai que ce retour à la rue, il peut être aussi intéressant pour ça. Parce que quand on joue dehors, c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers le théâtre de rue, c'est qu'en fait, on se passe des programmateurs. On n'a plus besoin d'eux. Et donc, quelque part, on élimine, on élimine une partie du problème. On a juste besoin, qui est celle de la diffusion, on a juste besoin de trouver les sous pour la production. Et puis après, de trouver des communes qui nous accueillent. Mais en général, s'il y a juste à accueillir un spectacle en rue, les communes, j'ai remarqué, surtout dans le milieu rural, elles sont assez partantes en fait. Donc est-ce que, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de revenir à des démarches de rencontre, est-ce que virer le programmateur en quelque sorte, ça peut Mm. pas être aussi un élément de réponse? Je sais pas, en tout cas, c'est effectivement. Moi, ce que je critique, c'est le pouvoir qu'il a. Le pouvoir qu'il a. Et puis, effectivement, un des pouvoirs, donc je parlais de pouvoir de production, de programmation, de prescription, qui est un triple pouvoir fondamental dans le secteur, mais c'est effectivement aussi le pouvoir de faire rencontrer un public. Et c'est pas tout à fait rien quand on fait du théâtre, en fait, puisqu'effectivement, il n'y a pas de théâtre sans public. Après, enfin, moi, ce que je montre en tout cas, c'est qu'historiquement, le programmateur n'a pas toujours existé. Il y a des grandes figures de directeurs de théâtre privés hein, qui sont effectivement
mais qui ne s'appelle pas programmateur, mais directeur de théâtre, hein, qui d'ailleurs ne joue pas tout à fait ce rôle-là. Et puis après, dans le public, en fait, je dirais presque jusqu'aux années 70, les directeurs ne sont pas des programmateurs. Alors, ils vont programmer, mais c'est quelque chose d'assez secondaire. Ce qui compte, c'est vraiment la mise en relation avec le public. Donc, la programmation, elle ne se fait pas tant au gré des degrés de consécration, par exemple, des compagnies accueillies, mais elle va se faire en fonction de qu'est-ce qui va matcher entre le public que j'identifie moi ou que j'aimerais toucher, et puis tel type de spectacle, etc. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, les directeurs de théâtre, c'est soit donc des metteurs en scène, effectivement des créateurs dans les centres dramatiques, mais dans les maisons de la culture, c'est des animateurs. C'est des gens qui pensent leur métier d'abord par le public. Et ça, le programmateur, en fait, il émerge dans les années 70. C'est-à-dire à partir du moment où c'est la création qui est centrale, eh ben, ces figures-là d'animateurs, elles peuvent plus fonctionner, elles peuvent pas trouver la même légitimité. Donc, ils vont, ces directeurs-là, des nouveaux types de directeurs en quelque sorte s'imposent. Et ce qui fait leur réputation, c'est pas tellement leur capacité à faire venir un public, même si ça fait partie des critères quand même de réussite que de remplir les salles, mais ça va plutôt être leur capacité à repérer les talents. Et donc, la programmation, elle se fait sur des critères du coup très différents. Il y a la question du remplissage, mais c'est plutôt quelles plaquettes, quels artistes, etc., quelle belle brochette, etc. Donc, je ne suis pas sûre que ça réponde à votre question, mais c'est simplement pour montrer que ce n'est pas un intermédiaire qui a toujours existé. Et donc, effectivement, on a fait son programmateur. Donc, en tout cas, on pourrait repenser la fonction des directions et le pouvoir des directions. Et je reprécise aussi qu'en tout cas, effectivement, alors, le théâtre de rue, c'est l'emblème suprême en quelque sorte de l'émancipation, en tout cas des directeurs, puisqu'on va jouer directement dans la rue, même si en fait, le théâtre de rue passe maintenant de plus en plus par des programmations au fur et à mesure qui s'institutionnalisent, hein, et qui s'hiérarchisent, etc. Mais en tout cas, voilà, le théâtre a fonctionné comme ça, hein. Les troupes de la décentralisation, elles s'autoprogrammaient, hein. Elles allaient jouer en salle des fêtes, etc. Elles avaient parfois leur propre chapiteau et elles s'autoprogrammaient. Donc, c'est quelque chose qui a existé pendant très, très, très longtemps. J'ai une dernière question à vous poser Mm. avant qu'on conclue. C'est concernant la ringardisation des maisons des jeunes et de la culture, qui aujourd'hui ne sont même plus des lieux fréquentés et qu'on a remplacés par des tiers-lieux. Aujourd'hui, les tiers-lieux, c'est très à la mode. Les collectivités poussent les associations à monter des tiers-lieux. Il y a même des tiers-lieux qui sont montés par des institutions directement. Et à côté de ça, les maisons des jeunes et de la culture, les MJC, ne sont plus du tout promus. On n'en entend plus parler, il y en a qui disparaissent. Et donc, on est en train de remplacer ces lieux qui étaient des lieux de politisation et de socialisation très forts par des tiers-lieux qui sont en fait, qui font l'apologie d'un système néolibéral qui n'est pas du tout dans la même optique. Oui, bah, d'une part, alors les MJC sont sous-financés. Enfin, elles ont souffert effectivement d'un définancement, en quelque sorte, d'une baisse de financement absolument dramatique, comme toutes les structures d'éducation populaire d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y en a beaucoup qui se sont délités. Et c'est un vrai problème en termes d'offres de loisirs, hein, aussi, d'offres culturelles, sportives, etc. Puisque ces offres-là, elles passent dans le privé. Donc ça c'est une première chose. Et Dieu sait pourtant que la question de la pratique, notamment en matière de culture, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est aussi un moyen, un outil en tout cas d'accession à la culture, que de passer par de la pratique, du théâtre, de la danse, etc. Donc ça, c'est la première chose. Je voudrais préciser que les MJC sont quand même moins investis depuis longtemps de cet idéal de politisation, hein, parce que ça s'est aussi professionnalisé de son côté. Et donc cette question de la politique, ça ne veut pas dire qu'elle est plus du tout posée, mais elle est quand même pas posée de la même manière, de manière aussi importante que ça a pu être le cas il y a quelques dizaines d'années. Voilà. Et puis alors, quant au tiers-lieu, effectivement, moi, c'est un peu le truc à la mode, avec des modèles extrêmement différents. Moi, c'est un terme que je trouve très fourre-tout, hein, avec des espaces de tiers-lieu qui essayent de reconvoquer du social, de la mixité, de pratiques, etc., et qui peuvent être intéressants. Et puis d'autres tiers-lieux, effectivement, qui sont en fait des espaces de coworking avec du fooding, tout est en ing, avec des acronymes anglais. Et oui, ouais, effectivement. Et ça, c'est quand même assez affligeant, en tout cas, de voir que ça devient aussi un fer de lance important de la politique culturelle du ministère, qui manque quand même d'analyse, hein, de ce que sont ces tiers-lieux, de qu'est-ce qu'on finance, etc. Et puis qui pose le tiers-lieu
comme un outil qui viendrait résoudre, je ne sais pas, l'accès à la culture, la fracture sociale, que sais-je. Bon, bah là encore, c'est comme si, voilà, c'est la même chose, c'est le même constat que pour le numérique. Un outil en soi ne résout rien. Et il faut réfléchir l'outil et les usages qu'on en a. Donc, même chose sur les tiers-lieux. Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si je vous donnais une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez? Eh ben, je supprimerai les inégalités, Ok. tout simplement. Super. Eh ben, merci beaucoup, Marjorie. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai trouvé cet échange passionnant et il me donne clairement à réfléchir. J'en retiens notamment, tout d'abord, qu'à l'échelle des artistes, la subversion formelle a pris le pas sur la subversion politique. Il ne s'agit plus de contribuer à l'émancipation des citoyens, mais de proposer des spectacles innovants, qui constituent une sorte d'avant-garde esthétique. Cela donne lieu à des créations dont les thèmes n'intéressent plus les classes populaires, et qui, en plus, de par leur forte esthétisation, sont complexes à comprendre et donc peu accessibles. Cette primauté de la forme sur le fond est accentuée par la toute-puissance des programmateurs qui se positionnent en chasseurs de tête pour repérer les nouveaux talents, incitant les artistes à rechercher davantage leur approbation que celle des spectateurs. Ensuite, qu'à l'échelle des politiques, les décisions prises depuis plusieurs décennies accentuent la séparation entre création et éducation populaire. Pendant que l'État subventionne la liberté de création, il baisse les financements des maisons des jeunes et de la culture. Cette stratégie a fait perdre aux artistes leur casquette d'animateurs, faisant d'eux des créateurs, des héros, très souvent sur leur piédestal, dans une déconnexion encore plus forte vis-à-vis des publics. En outre, la professionnalisation des métiers de la culture, tant du côté de la création que de la médiation, tend à éloigner encore plus l'art des classes populaires, puisque l'exercice de ces métiers entre désormais dans une logique de diplôme et de savoir-faire très précis. Enfin, qu'à l'échelle des spectateurs, cela se traduit par un manque d'offres pour les classes populaires dans le théâtre public, qui continuent toutefois de payer par leurs impôts les créations dont seuls les plus riches bénéficient. Par ailleurs, la très forte segmentation des publics, considérés au travers de l'institution dont ils dépendent, public scolaire, public du champ social, public du milieu carcéral, etc., empêche de penser les individus comme des citoyens à part entière, et surtout, ne permet jamais de s'adresser à toute la population, puisque les spectateurs qui ne dépendent d'aucune institution ne sont par conséquent jamais visés. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le Bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Marjorie. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.